Chers téléspectateurs, vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de Libreville au Gabon. Le thème de ce débat, répartition des richesses et lutte contre la corruption au Gabon. Nous sommes toujours en compagnie d'Étienne Massar Kabinda Makaga, représentant du candidat Ali Bongo Ondimba. Nous sommes également en compagnie de M. Franck Njimbi, représentant du candidat Champing, et de Nathalie Zemoefoua, coordinatrice du réseau Femmes Lève-toi et secrétaire générale du Club 90. Juste avant la pause, vous étiez, M. Njimbi, vous souhaitiez réagir aux propos de M. Massar, liés notamment à la diversification de l'économie et aux méthodes, ou en tout cas au plan du pouvoir sortant. Je suis partagé entre la colère et le dépit quand même. Hein. Monsieur Massar, soyons sérieux. Et ne nous moquons pas de nos compatriotes. Vous parlez de 60 000 emplois créés, alors que les emplois marchands au Gabon ne font pas plus de 70 000 emplois. Cela signifie qu'avant la fameuse diversification à laquelle vous faites allusion, il y avait 10 000 emplois au Gabon, monsieur Massar. C'est ce que ça veut dire? Qu'avant 2009, il y avait 10 000 emplois marchands. Est-ce que vous pouvez soutenir ça, M. Massar? Les yeux dans les yeux. Non, M. Massar. Ne fantasmons pas, M. Massar. Parlons de la réalité. Maintenant, vous me dites que les réalités préexistent à 2009. Je suis d'accord avec vous. Et c'est précisément parce qu'elles préexistent à 2009 que vous nous disons 50 ans, ça suffit, M. Massar. C'est pourquoi nous vous disons il est temps de passer à autre chose, M. Massar. M. Massar, vous parlez de gens dont je serais proche, de candidats dont je serais proche, qui auraient une part de responsabilité dans la situation actuelle. Mais M. Massar, par hasard, le vôtre, où était-il? Il dirigeait la Croix-Rouge à Genève, par hasard? Bien. À cette époque? Non, M. Massar. Maintenant, puisque vous voulez parler de la situation, de la diversification de l'économie, ne vous moquez pas, une fois encore, de nos compatriotes. Vous n'allez pas prendre ces emplois pour petites mains qu'on retrouve dans les plantations d'Awala ou dans les plantations qui se trouvent dans le département de Samba-Magoti ou à la sécurité pénitentiaire pour les emplois durables. Non, M. Massar, ce sont des emplois précaires. Est-ce bien l'idée que vous avez de nos compatriotes? Vous avez la liberté de mépriser nos compatriotes qui travaillent. C'est vous qui les méprisez, M. Massar. Vous pensez que nos compatriotes sont réduits à des emplois de petites mains? Vous avez la liberté de mépriser nos compatriotes en dessous du SMIC, M. Massar? Nos compatriotes qui aujourd'hui travaillent et gagnent dignement leur vie dans le secteur agricole. Je vous laisse. Monsieur Massar, il semblerait que ce que M. Njimbi évoquait, c'était la précarité de certains emplois. Madame, la précarité au Gabon. Vous pensez vraiment? Ce n'est pas chose nouvelle. Et M. Njimbi parle de ses amis. Mais je me suis amusé à faire un calcul et je vais vous dire, lorsque je mets le nombre d'années au gouvernement des 6 principaux leaders de l'opposition, c'est 130 ans de gouvernement. Vous m'entendez? Avec une moyenne de 22 ans de gouvernement pour chacun d'entre eux. Et le principal candidat, qui est M. Ping, aujourd'hui, autour duquel un certain nombre de personnes se rallient, souvent présenté comme ministre des Affaires étrangères, a été ministre aux Finances, ministre de la Planification, d'accord, dans notre pays, et ministre des ressources hydrauliques, du pétrole. Bien. Mais aucun d'entre eux n'a été président de la République. Non, madame. Aucun d'entre eux n'a été président de la République. Il y a un bilan qu'il faut défendre. En 2007, oui, a-t-on atteint les objectifs ou non? Nous sommes en train de le défendre. Parce que vous dites que la précarité n'est pas seulement du fait du président Ali Bongo Ondimba, mais elle existe. Parce qu'en 2009, lorsque le président arrive à la magistrature suprême, bien, on trouve le pays dans un certain état. D'accord? La précarité dans laquelle se trouvent nos compatriotes, elle n'a pas été créée maintenant. Mais vous avez eu 7 ans. Bien, on a eu 7 ans. Mais madame, il y a eu beaucoup de choses faites. Est-ce que vous savez que dans le domaine... Monsieur Massar, la précarité dans laquelle se trouvent nos compatriotes a été créée sous le régime PDG. Monsieur Njimbi, on va laisser Monsieur Massar poursuivre, développer son argument. J'ai eu la politesse éminent de ce régime PDG. J'ai eu la politesse de t'écouter. J'ai eu la politesse de t'écouter. Si madame me demande de me taire pour te laisser parler, je vais le faire.
J'ai la politesse de Bien. vous écouter aussi, monsieur Mais Massar. quand tu parles du PDG, Oui. d'accord? Quand M. Nzouba, qui a dirigé, après avoir été ministre, pendant 20 ans, l'Assemblée nationale gabonaise, de laquelle sont sorties toutes les lois qui nous dirigent et qui démissionnent quelques jours avant le scrutin présidentiel, de qui se moque-t-on? Bien, lorsque vous avez aujourd'hui dans vos rangs des gens qui ont été, et madame, vous avez parlé du secteur pétrolier, je suis d'accord avec vous que les richesses du pétrole dans notre pays ont été très mal distribuées, mais gérées par qui? Les principaux ténors de la gestion du pétrole dans ce pays sont aujourd'hui dans l'opposition. Monsieur Ping, Monsieur Oyemba, Monsieur Chambrier, et j'en passe. Vous vous éloignez Bien. encore une fois Je du ne thème m'éloigne du pas. débat. C'est pour dire, madame, Monsieur Massar, que vous si refaites ces l'histoire. richesses Monsieur avaient Massar, été vous réécrivez correctement l'histoire. distribuées, d'accord, on n'aurait pas aujourd'hui à revenir sur un certain nombre de Mais choses vous étiez au pour fait de construire cette donne un en certain nombre 2009. d'infrastructures. Les promesses Tout de à campagne fait. ont été basées Tout à fait. sur ce constat. Tout à fait, madame. Un constat qui nous a été donné de creuser davantage. Mais aujourd'hui, sur la redistribution des richesses, madame, qui peut nier que les salaires en République gabonaise ont été sérieusement revalorisés dans la fonction publique? Madame, dans le secteur privé aussi, il y a eu une revalorisation. Vous Aujourd'hui, parlez du Revenu SMIC qui est minimum passé à à 150 150 000 000 francs, Oui. non, c'est ça? oui. Encore Autre heureux. chose, Oui. autre chose, madame. Aujourd'hui, on a créé un système d'assurance sociale que des autres pays africains sont en train d'imiter. Aujourd'hui, demandez aux Gabonais, c'est vrai, il y a des efforts à faire, mais demandez aux Gabonais combien d'entre eux aujourd'hui bénéficient de cette CNAMGS qui leur permet de pouvoir se soigner à moindre coût. On va s'arrêter sur ce point. Aujourd'hui, justement. madame, je vais vous dire, Terminons je vais vous là-dessus. dire, Parce que- je prends le système de bourse. En 2009, et là, ce n'est pas M. Ndjimbi qui va me dire le contraire. En 2009, lorsque nous arrivons aux affaires, nous sommes à 9 900 boursiers, avec une prise en charge partielle des frais de scolarité. Aujourd'hui, au Gabon, nous avons plus de 30 000 boursiers, 30 300 et quelques au dernier comptage, avec une augmentation de 25% du taux de la bourse qui n'avait pas bougé depuis 1993 et un doublement de la bourse des étudiants à l'étranger, avec une prise en charge totale de la scolarité des étudiants au Gabon comme à l'étranger et tous dotés de l'assurance maladie. On va s'arrêter sur ce sont point-là. des chiffres et c'est la réalité gabonaise. Madame Zemo, alors la répartition des richesses du Gabon, la redistribution de ces richesses se manifeste-t-elle par exemple dans l'amélioration des soins de santé? Ça, c'est une excellente question, mais si vous permettez, parce que tout à l'heure, M. Massar, en insistant à nouveau sur le rôle du pétrole au Gabon, que je ne nie pas, mais comme vous l'avez si bien résumé ma pensée tout à l'heure, les problèmes de salaire, de répartition des richesses au Gabon, malheureusement, ne datent pas simplement de la crise pétrolière de 2015. C'est quand même important de le dire. Il faut savoir qu'il y a eu aussi des plus-values pétrolières très importantes. En 2010, le PIB est de l'ordre de 7 500 par habitant. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'en 2013, il explose. On passe à quasiment 19 000 dollars US par habitant. Ce gap, qu'est-ce qu'on en a fait? Comment se fait-il que ce gap n'ait pas été utilisé, placé aujourd'hui pour faire face justement au contre-coup pétrolier que nous connaissons? Qu'est-ce qu'on a fait de cette manne-là? Qu'est-ce qu'on a fait? La deuxième chose, c'est qu'il est vrai, dans le secteur public et dans le secteur privé, nous n'avons pas le leadership de la même manière. Vous savez, moi, je suis chef d'entreprise. Quand ça ne marche pas, quand les résultats sont mauvais dans mon entreprise, je suis la première responsable. Je ne peux pas me retourner vers mon comptable ou vers ma secrétaire ou vers, je ne sais pas, mon commercial pour lui dire « c'est vous qui avez démérité ». Si mon entreprise fait faillite, c'est que c'est moi qui suis incompétente. C'est moi qui suis le problème. Ça veut dire que je n'arrive pas à m'entourer des bonnes personnes. Ça veut dire que je n'arrive pas à mettre des principes de gestion dans mon entreprise qui imposent à ces personnes-là une certaine rigueur, etc. Donc, je ne comprends pas très bien ce discours qui vise à dire puisque vous avez aujourd'hui des opposants qui ont été membres du gouvernement, c'est eux les responsables. Non.
On a compris ce point-là. Et pour en revenir à la question des soins, parce que effectivement, l'argument qui peut être avancé, c'est que des infrastructures ont été construites et que les soins sociaux qui sont allés aux populations aujourd'hui ne l'étaient pas en 2009 ou avant. Parfois, j'aime le vécu parce qu'il permet de mieux comprendre les choses. Vous savez, moi, je vais vous prendre une scène que je vis quotidiennement, que ce soit avec mon personnel ou qui m'a touché plus personnellement. On m'appelle un jour à 3 h du matin pour me dire que ma mère, qui a été un employé du secteur privé pendant 30 ans, qui a cotisé régulièrement à la Caisse nationale de sécurité sociale, qui bénéficiait d'une prise en charge totale depuis sa retraite, ça a duré 10 ans, jusqu'à ce qu'on arrive au système CNAM-GS. Et là, il y a quelques mois, on m'appelle en me disant que cette pauvre vieille femme, âgée de 74 ans, a dû aller dans une conduite dans une clinique privée parce que le CHU n'était pas en mesure de la recevoir. Dans la clinique en question, elle arrive avec sa carte CNAM-GS. Vous savez la réponse qu'on lui a donnée? Madame, on ne peut pas vous administrer de soins avec cette carte parce que nous avons tellement d'arriérés qu'aujourd'hui nous exigeons une caution avant la prise en charge. Imaginez le montant de la caution, 300 000 francs CFA, à 3 h du matin. J'ai dû dans la nuit trouver 400 000 francs CFA, 300 000 francs pour la caution, 100 000 francs pour acheter des médicaments. Ça, c'est un fait vécu que beaucoup de Gabonais... alors, moi, j'ai pu les trouver. Mais ce soir-là, je me suis écroulée dans la salle d'attente et j'ai pensé à toutes ces populations démunies gabonaises qui peuvent être confrontées à ce genre de situation. Donc ces soins-là qui, selon M. Massard, en tout cas ce système-là de la CNAM-GS par exemple, qui est pris en exemple dans d'autres pays, oui. vous nous dites que cela ne répond pas c'est un bon système, il a été bien pensé, il y a des failles. Il a été bien conçu, mais malheureusement, il y a un problème de fonctionnement. Et je crois, à mon avis, que ce problème de fonctionnement est lié à la question de la gouvernance. Il doit être lié à la question de la gouvernance. Comment expliquer que la CNAM-GS, qui a été mise en place, je crois, en 2009, aujourd'hui, en 2016, ait déjà des problèmes de solvabilité vis-à-vis des structures hospitalières, à tel point que ces structures ne veulent plus prendre en charge les ayants droit. L'autre problème que nous avons dans le secteur privé avec la CNAM-GS, c'est que... Rapidement, parce que le débat sur la CNAM-GS a déjà été fait. D'accord. C'est que nous avons souvent d'autres assurances privées complémentaires. Eh bien, je vous assure que la complémentarité ne fonctionne pas. Conclusion, même si vous avez la CNAM-GS, qui est l'assurance obligatoire, et une assurance privée complémentaire, vous êtes obligé de payer malgré tout un tiers payant parce que la CNAM-GS ne couvre pas les cas, etc. Monsieur Massard, est-ce que vous avez une réaction avant qu'on passe à la lutte contre la corruption au Gabon? Madame Zemmour a posé une question. Elle a dit où est passé ce gap? Je voulais juste dire, madame, le Gabon n'est pas en faillite. C'est vous qui le dites. Non, le Gabon n'est pas en faillite. Ce que je lis dans le la presse. Gabon est le pays quand même où les échéances dues sont payées en temps et en heure, et notamment les salaires. Pas aux PME. Et vous savez, madame, vous savez, la question sur les PME, c'est vrai, il y a des PME qui n'ont pas été payées. Non, c'est vrai qu'il y a des PME qui n'ont peut-être pas été payées à temps. Mais vous savez aussi tout le système qui a prévalu dans la question des entreprises au Gabon, et notamment, c'est le deuxième sujet, la question de la corruption, la question des factures gonflées, etc. On va y revenir. Donc, il y a eu tout un travail, madame. Vous me rejoignez donc, il y a un problème de gouvernance. Au Gabon, on a eu un problème de gouvernance. On a un problème de gouvernance qui est en train de s'améliorer jour après jour. On va y revenir. On va y revenir. Donc, le Gabon n'est pas en faillite. Deuxièmement, vous posez la question où est passé le gap des ressources. Mais madame, vous n'êtes pas sans ignorer. Et monsieur Ndiembi, ce n'est pas des chiffres à la hussarde inventés. Au Gabon, on a construit de 2010 à maintenant autant de routes qu'il y en a eu depuis l'indépendance dans notre pays. Autant de routes. Même celle de Ntoum, y compris madame, celle de Ntoum étant, regardez, on a deux voies. Comment ceux qui ont planifié le développement de ce pays. Celle de Coco Beach également. Elles sont en train, mais on va revenir là-dessus. Tous les éléphants blancs, on va y parler. On va en parler des éléphants blancs. Bien. Donc, moi je veux bien que l'on critique le système Ali Bongo. Mais il ne faut pas exonérer aussi facilement. Si, parce qu'il s'agit de ça. Terminez là-dessus, si vous Donc, je suis en train de dire, les routes qui ont été construites, autant de 2010 à maintenant,
que depuis l'indépendance. Si quelqu'un dit le contraire, on prend le mètre linéaire pour mesurer. Les hôpitaux. Madame, non, les hôpitaux. Vous êtes en train de parler aujourd'hui. Vous avez vu les hôpitaux que nous avons construits? Les hôpitaux que nous avons construits, ils sont là sous vos yeux. Se pose, et je suis d'accord avec vous, et le chef de l'État l'a dit, le problème de la gouvernance des hôpitaux. Il nous faut de véritables gestionnaires d'hôpitaux pour pouvoir faire en sorte que ces hôpitaux répondent aux besoins. La Fondation Jeanne Vous avez mis la charrue avant les bœufs. Non, non, on n'a pas mis la charrue avant les bœufs. Moi, je vais vous dire, madame, vous savez, on construit les infrastructures en même temps que l'on forme les gens. Non, madame, je vais vous dire, moi j'ai fait un projet qui s'appelle l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale. Pendant que cette agence, unique en Afrique noire, a été construite, ben, il y avait des jeunes qui sortaient de l'UOB et qui sortaient de Massoukou, qui sont allés en formation en France. Et aujourd'hui, ce sont ces jeunes qui dirigent l'agence. Mais nous sommes en train de continuer d'en former parce que nous avons un réel projet de développement dans ce domaine. Merci, donc on Monsieur ne fait Massar. pas la formation et les infrastructures ensuite. Monsieur ce sont des choses Njimbi, qui sont une brève concomitantes. réaction avant de poursuivre, d'évoluer dans ce débat et de parler de lutte contre la corruption. Madame Touré, j'ai eu un peu honte quand vous vous êtes senti obligé tout à l'heure de rappeler à Monsieur Massar que personne d'autre que les Bongo n'a accédé à la fonction de président de la République. Il me semble qu'il va falloir réapprendre à Monsieur Massar que c'est le président de la République qui est responsable devant le peuple. Les ministres sont responsables devant le président de la République. Et le gouvernement est responsable devant le Parlement, Monsieur Massar. Les ministres ne sont pas responsables devant le peuple. Et pour l'instant, nous partons à une élection présidentielle. Donc nous parlons de gens qui ont été responsables devant le peuple. Pas de dilution de responsabilité, Monsieur Massar. La responsabilité, elle est bien celle de votre camp, elle est celle de votre candidat. Maintenant, quand vous parlez des hôpitaux que vous avez construits, quels hôpitaux, Monsieur Massar? Allez au CHU de Libreville qui a été rénové. Allez au CHU de Libreville. Pour accéder au CHU de Libreville, à la maternité, c'est écrit à l'entrée, conditions, un rouleau de papier hygiénique, 20 litres d'eau. Donc, les gens, pour accoucher, il faut apporter son eau asepsie, antisepsie, Monsieur Massar. Ça se fait avec de l'eau. Je suis biologiste, tu ne vas pas me faire la leçon sur l'antisepsie et l'asepsie. Pasteur, Monsieur Massar, quand on le sait, c'est au fondement du système de santé. Puisque tu parles de Pasteur, dis-nous comment a-t-il découvert l'antibiotique, puisque tu parles Monsieur de Pasteur. Massar, là n'est pas la question. Monsieur Massar. Non, c'est pour te dire, c'est faut éviter. C'est au fondement du système de santé. Je vais vous dire, vous livrez des hôpitaux sans eau. On ne s'entend pas sur ce plateau, on ne s'entend plus sur le plateau. Vous parlez 40%. Vous livrez des hôpitaux sans eau et vous parlez d'hôpitaux, Monsieur Massar? Combien? Monsieur Njimbi, Monsieur Massar, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rejoindre tout de suite Gaël Onana pour l'instant web, car les téléspectateurs réagissent à ce débat et notamment à ce dont nous allons parler, à savoir la lutte contre la corruption. Je vous donne les noms de ceux qui ont été... Marie-Angèle, aujourd'hui la corruption est au cœur des débats des internautes sur Internet. Est-elle efficace au Gabon? C'est la question qui se sont posées. La majorité des internautes qui ont répondu à notre question ne sont pas satisfaits des mesures prises en matière de lutte contre la corruption au Gabon. Notre sondage le démontre assez bien. 85% des personnes que nous avons interrogées ont répondu non à la question « La lutte contre la corruption est-elle efficace au Gabon ?» La mauvaise répartition des richesses est indexée par les internautes. Elle est la principale cause de cette inefficacité. C'est le cas par exemple de Guy Harvey qui nous écrit de Port-Gentil et qui explique que la corruption est une conséquence de la pauvreté au Gabon. Quels sont les points évoqués par les internautes qui peuvent justifier ces 85%? Alors Marie-Angèle, chez les internautes, on peut identifier deux tendances. On a les internautes qui pointent du doigt les actes de corruption du quotidien, notamment les policiers au taximan ou encore les agents administratifs. C'est le cas de Landry qui s'interroge. Un usager peut-il désormais au Gabon signer un document sans donner de pot de vin? Pour les autres internautes, c'est la corruption à grande échelle qui est pointée du doigt. Et Sono Minko nous dit à ce sujet, la corruption est une gangrène au Gabon car ceux qui sont chargés de faire appliquer la loi sont eux-mêmes les commanditaires, notamment de la classe dirigeante. Mais n'oublions pas les 15% qui, eux, ont répondu positif à notre sondage et qui considèrent que la lutte contre la corruption est efficace au Gabon. Ils ont tenu à rappeler les différentes mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, notamment Ornella Okwe qui nous dit le Gabon dispose des institutions et des dispositions législatives pour lutter contre la corruption. C'est la fin de notre petit instant web, un spécial présidentiel Gabon. Vous pouvez continuer à réagir via nos canaux habituels, WhatsApp, Facebook ou mail tout au long de l'émission. Je vous rends l'antenne, Marie-Angèle.
Merci Gaël. Monsieur Massard, effectivement, on a pu entendre des réactions de téléspectateurs concernant la lutte contre la corruption, des Gabonais qui se trouvent sur place, mais nous avons également des réactions de Gabonais de la diaspora, que je vais vous lire. Kevin Tungi de Lyon, depuis l'élection du président Ali Bongo Ondimba en 2009, il a promis plus de mesures pour lutter contre la corruption, en mettant en place la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, mais la corruption s'est amplifiée dans la société, aucune mesure n'a été prise par cette commission. Et Mouyimbi, de France également, le problème de la corruption au Gabon est une véritable maladie dans la mesure où les critères d'ascension sociale ne sont basés pas sur le mérite, mais plutôt sur la médiocrité. Le pire dans tout ça, c'est que les institutions comme la justice sont aussi atteintes. Bon, on ne peut malheureusement pas toutes les lire, ces réactions, mais que dites-vous, M. Massard, de la perception qu'ont ces jeunes Gabonais, pour la plupart, de cette lutte contre la corruption qui n'est pas efficace? Madame, la lutte contre la corruption dans tous les pays du monde, ce n'est pas une spécificité gabonaise. La corruption est un fléau mondial à tel point qu'il existe dans le système des Nations Unies un organe qui lui est spécialement dédié. Tout le monde sait que la corruption, dans tous les pays du monde, est un véritable frein au développement. Elle est plus ou moins élevée en fonction des pays. Elle est plus ou moins élevée en fonction des pays, mais j'aimerais, si vous permettez, reprendre un certain nombre de chiffres. Allez-y. En 2009, le Gabon est 97e mondial au niveau de la corruption, lutte contre l'enrichissement illicite. En 2016, on est 94e mondial. Selon quel organisme, si vous l'avez en tête? Comment? Selon quel organisme? Le classement officiel qui est fait. C'est le classement officiel qui prévaut pour tous les pays. Donc de vous pouvez le 97e, vérifier. on passe à? De 97e, on passe à 94e. Et en 2016, nous sommes le premier pays de la CEMAC en matière d'efforts de lutte contre la corruption. Ce n'est pas Massard qui le dit. Donc un classement officiel. Bien. Donc, madame, ce que je suis en train de vous dire, oui. Si, depuis l'arrivée d'Ali Bongo, les choses s'étaient autant dégradées ou dégradées comme on tend à l'entendre ici, on n'aurait pas ce classement. Mais on ne va pas se contenter de ce classement. Et le chef de l'État fait de la bonne gouvernance un cheval de bataille. C'est que, madame, nous devons changer de mauvaises habitudes, d'accord, des habitudes perverses, et je sais de quoi je vous parle. Je vais juste vous donner un exemple. Et les téléspectateurs gabonais qui m'écoutent pourront vous dire, vous savez, avant 2009-2010, il y avait un système d'attribution des bourses dans ce pays-là, où il fallait être fils de quelqu'un, recommandé par quelqu'un, payé, ou même, pour les jeunes filles, donner leur corps. C'était le système qui prévalait dans ces pays-là. Aujourd'hui, madame, je peux vous dire qu'il y a une certitude. Plus aucune bourse dans ce pays n'est attribuée selon d'autres critères que les critères du mérite de l'élève. Alors, vous avez parlé d'un classement mondial avec certains chiffres. Moi, j'ai effectivement le rapport de la Banque mondiale qui évoque le fait qu'entre 400 et 500 milliards de francs CFA disparaissent des finances publiques. Madame, je vous ai donné un rang. D'accord? Je vous ai donné un rang. Oui. Et je vais vous raconter une autre histoire. La fameuse histoire des fonds communs qui a fait couler beaucoup d'encre. Non, mais pourquoi vous ne répondez pas à la question? Je suis en train de répondre à vous. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas aller d'exemple en exemple? Je suis en train de vous donner des exemples. Des exemples emblématiques qui ont fait la démonstration de la détermination et de la volonté du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de lutter contre, je dirais, la corruption et les privilèges induits. Ce qui lui vaut aujourd'hui toutes ces inimitiés que vous êtes en train de voir. Madame Touré, Monsieur Massard est un bon moine soldat. Il récite son catéchisme, c'est tant mieux. Je vais vous dire, Madame Touré, nous sommes dans un pays où il y a une direction générale des finances publiques. Eh bien, à la tête de cette direction générale des finances publiques se trouve quelqu'un qui passe les marchés, contrôle le service fait, ordonnance les paiements, mélange des genres, confusion. Si ce n'est pas de la corruption, ça y ressemble étrangement. Nous sommes dans un pays où, sitôt arrivé au pouvoir,
Qu'ont fait les amis de M. Massar? Qu'a fait M. Ali Bongo? Il a créé une multitude d'établissements publics placés sous la tutelle de la présidence de la République. Il les a placés sous la tutelle de la présidence de la République pour les soustraire du contrôle du Parlement, du contrôle de la Cour des comptes et du contrôle des ministres de tutelle. Il a créé surtout un établissement public, ANGT, Agence nationale des grands travaux, qui était le maître d'ouvrage délégué de l'État gabonais. Eh bien, cet établissement public, en tant que maître d'ouvrage délégué de l'État gabonais, a été donc le gestionnaire d'une bonne partie des crédits d'investissement de l'État. Pendant une période de 4-5 ans, un bon jour, sans rendre de compte à qui que ce soit, ce maître d'ouvrage délégué de l'État gabonais a été transformé, modifié, il a été dissous. Et il s'est fondu avec le Fonds d'entretien routier pour devenir une fantomatique Agence nationale des grands travaux d'infrastructure. On s'est retrouvé donc avec le mécanisme de financement qui fond dans l'agence d'exécution qui est le maître d'ouvrage délégué. Ça encore, ce sont des méthodes qui ouvrent la porte à de petits arrangements entre amis. N'est-ce pas qu'on aime ça dans votre entourage, les petits arrangements entre amis? Non. Nous allons devoir, nous devons marquer une courte pause. Je suis au regret de le dire. Gardez cette pensée-là. Je suis au regret de le dire. Juste mais après la pause. Nous sommes Alors, chers téléspectateurs, nous allons marquer une nouvelle pause et nous reviendrons sur ce plateau pour poursuivre ce débat sur Africa 24. À tout de suite.